Bonjour à tous. Merci à Madame Collet de nous avoir invités à discuter avec vous sur ce cycle de conférences sur le thème « Explorer la nature ». Donc nous, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de voir ce que nous apprend l'anthropologie, qui est une science sociale, de l'idée de nature, plus que de la nature elle-même, parce qu'on va voir que l'idée de nature, c'est une idée assez occidentale en fait. Et nous, on va vous proposer un petit voyage où on va d'abord explorer cette idée de nature dans notre représentation occidentale, puis aller en Amérique du Sud. Ensuite, Natacha nous amènera en Afrique avant de revenir chez nous en Auvergne avec un travail sur les éleveurs auvergnats proposé par Anne. Donc d'abord, vous présenter qu'est-ce que c'est que l'anthropologie. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà entendu parler de ce que c'est que l'anthropologie, juste pour nous faire une idée? Ok, pas énormément de gens, mais quelques-uns quand même. Donc, anthropologie, c'est une science sociale. Anthropo, ça veut dire l'homme, en grec, et logie, la connaissance. Donc, l'anthropologie, ça va être la connaissance de l'homme à travers la diversité des cultures. C'est une science sociale, donc c'est assez proche de la sociologie, dans le sens où on va étudier les fonctionnements des sociétés humaines. Sauf que quand on fait de la sociologie, on va plutôt travailler sur des données quantitatives, donc des statistiques. Alors que quand on fait de l'anthropologie, on va s'appuyer sur des données qualitatives, c'est-à-dire essentiellement des entretiens, des descriptions, des images, des vidéos, etc. Et il y a une autre différence aussi, c'est qu'en anthropologie, on va s'appuyer sur ce que Lévi-Strauss, qui est le plus grand anthropologue français, appelait le regard éloigné, c'est-à-dire qu'on va aller principalement travailler sur des sociétés étrangères à la nôtre, avec l'idée que ce regard éloigné, ça nous permet de voir des choses sur une société qu'on ne verrait pas de l'intérieur. Le fait d'être étranger à une société va révéler certains fonctionnements. Donc, quand on parle d'anthropologie, on parle aussi souvent, et à raison, d'ethnologie. Donc, ethno, ça va être, ça vient comme ethnie, dont vous avez peut-être entendu parler, ça désigne un groupe sociolinguistique. Par exemple, en France, on pourrait dire que les Basques ou les Bretons sont une ethnie, c'est-à-dire qu'ils ont une langue, ils ont une histoire propre, une culture propre, et il y a d'autres univers dans lesquels il y a beaucoup d'ethnies. Par exemple, en Afrique, dans une même nation, il va y avoir plusieurs ethnies. Au Sénégal, on a les Wolofs, les Peuls. Donc, quand on fait de l'ethnologie, on va travailler sur un groupe en particulier. Et pour faire de l'ethnologie, la première chose à faire, c'est de l'ethnographie. Graphie, ici, ça va désigner la description. C'est-à-dire qu'il y a tout un temps où on va s'attacher à décrire ce qui se passe. Avant même d'analyser ou évidemment de juger, on va décrire. Et c'est quelque chose vraiment qu'on ne prend pas forcément le temps de faire, surtout quand on est jeune et qu'on est avide de comprendre. C'est vraiment observer. Et le fait de décrire, de poser sur papier ce qu'on observe, va nous forcer à observer. Et donc on fait ainsi de l'ethnographie. Par exemple, sur un sujet comme le nôtre, on va observer des enfants qui jouent avec un chien, par exemple, et on va décrire exactement toutes les interactions, relever les discussions, les intentions, tout ça. Donc on fait de l'ethnographie, de l'ethnologie. Et l'anthropologie, c'est quand on va comparer plusieurs ethnologies. C'est-à-dire qu'on va comparer, par exemple, comment les enfants jouent avec un chien au Sénégal et comment ils vont jouer avec un chien en France et voir ce qu'il y a de différent et de commun. Et quand on fait de l'anthropologie, on va comparer les différentes sociétés humaines pour voir quelles sont ce que Lévi-Strauss appelait les structures universelles de la pensée. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous des hommes malgré la différence des cultures ? Par exemple, pour donner une structure universelle de la pensée, on peut parler du tabou de l'inceste. Le tabou de l'inceste, c'est une structure universelle de la pensée, au sens où ça existe dans toutes les sociétés. Alors, ça se décline différemment, ça s'exprime différemment, mais ça existe dans toutes les sociétés. Et Lévi-Strauss, par exemple, a révélé comme ça tout un tas de structures universelles de la pensée. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu cette science sociale. Donc on fait d'abord de l'ethnographie, ça veut dire qu'il y a toute cette méthodologie que Malinowski a appelée l'observation participante. Quand on fait de l'ethnographie, ça implique d'aller dans un groupe, d'y faire sa place, de se faire accepter, de participer aux activités et donc d'apprendre la langue en général, ou au moins les rudiments de la langue, avant de décrire. Et ensuite, les ethnologues vont partager leurs descriptions pour pouvoir faire de l'anthropologie. C'est ce qu'a fait notamment Philippe Descola, qui est un grand anthropologue de l'anthropologie de la nature actuellement. Il a perdu mon œil. Et Philippe Descola, il a d'abord fait de l'ethnographie chez les Indiens d'Amazonie, je vais vous en parler.
Et ensuite, il en a tiré tout un tas de conclusions, enfin d'idées, de théories sur l'anthropologie de la nature. Parce que l'anthropologie, c'est une science sociale, mais elle peut avoir plusieurs objets. On peut faire de l'anthropologie de la religion, on peut faire de l'anthropologie de la santé, on peut faire de l'anthropologie économique et on peut faire de l'anthropologie de la nature. C'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai défini l'anthropologie, enfin, j'espère avoir défini clairement l'anthropologie. Alors maintenant, la nature. Qu'est-ce que c'est la nature ? La nature, c'est quand même un terme qui vient plutôt du langage commun, dans le sens où il n'y a pas de définition académique avancée de la notion de nature. À part la nature humaine qui a eu son heure de gloire au XVIIIe siècle avec Jean-Jacques Rousseau, sinon la nature, quand on prend le dictionnaire, par exemple le Robert, elle va être définie comme tout ce qui existe hors de l'homme ou hors des œuvres de l'homme. Ça, c'est la première définition. Et la deuxième définition, ça va être le principe qui organise l'ensemble de ce qui existe selon un ordre qu'on ne peut que respecter. Ça va être plutôt les lois de la nature. Dans les deux cas, dans cette définition, si vous êtes bien attentifs, vous voyez que notre référence, qui est gréco-romaine, elle place la nature de extérieure à l'homme. C'est tout ce qui est extérieur à l'homme. Étymologiquement, le terme nature, ça vient du latin. On est bien dans une représentation gréco-romaine. Ça veut dire, c'est nascor, l'étymologie. Et ça veut dire, c'est la naissance, quoi, c'est naître. Et quand on fait de la philosophie, on s'appuie souvent sur le terme grec qui est la phusis, P-H-U-S-I-S, qui désigne une puissance d'éclosion, et là encore extérieure à l'homme et qui s'impose à lui. Donc en fait, pour l'homme occidental, la nature, c'est souvent un ordre des choses qu'il doit combattre pour se développer, pour devenir civilisé. On a comme si l'état de culture va se distinguer de l'état de nature. C'est un rapport de force, en fait, que l'homme entretient avec la nature. Dans cette représentation donc gréco-romaine, on a déjà Hippocrate, 400 avant Jésus-Christ, qui a écrit son traité des airs, des eaux et des lieux, et qui a aussi théorisé l'influence par contre que l'environnement, donc on peut dire la nature, exerce sur les humains, en disant que les différents éléments du milieu, la géographie, le climat, va influencer les qualités morales et intellectuelles des différents groupes humains. C'est ce qu'on appelle la théorie des climats de Hippocrate, et qui va perdurer sous cette forme jusqu'au XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, on va avoir la naissance des sciences naturelles, avec par exemple Buffon, Georges-Louis Buffon, qui est le père de l'histoire naturelle. Et à partir de ce siècle des Lumières, il va y avoir tout un effort de classification, de connaissance en fait de la nature, à travers tout un effort de classification des différentes espèces et des liens qu'elles vont avoir entre elles. Donc on a Buffon, là, avec une de ses représentations, le lien entre l'âne et le cheval, etc. Ensuite, on a aussi... alors pour Buffon, il faut bien voir que pour lui, l'homme est une espèce comme les autres, à ceci près que l'homme, à la différence des autres espèces, est capable de progrès. On a cette idée de progrès qui vient, d'évolution en fait, qui vient s'ajouter un peu à l'idée du déterminisme naturel, l'idée selon laquelle on serait déterminé par notre environnement. De même, on a Cuvier, donc je vous ai mis le toucan de Cuvier, qui est célèbre, et aussi parce que vous allez voir, on va le retrouver chez les Indiens d'Amazonie après. Donc Cuvier, lui, c'est un autre naturaliste qui va avoir plutôt travaillé sur l'influence des catastrophes sur l'évolution des espèces, notamment tout un travail sur les fossiles, que je ne vais pas vous mettre ici. Et bien sûr, on a Charles Darwin au XIXe siècle, qui va en fait reprendre l'hypothèse de Lamarck, selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou de quelques ancêtres communs. Donc ça, c'est son intuition, le fameux arbre de Darwin, qui a commencé à expliquer qu'on descendait tous de quelques ancêtres communs. Et puis, vous connaissez la théorie de la sélection naturelle qui explique comment les espèces évoluent au fil du temps grâce à la survie et à la reproduction des individus qui seraient les mieux adaptés à leur environnement. Donc on a cet évolutionnisme qui vient s'ajouter à l'idée du déterminisme naturel au XIXe siècle. Et cet évolutionnisme, il existe à la fois en sciences naturelles et en sciences sociales. C'est-à-dire qu'en sciences sociales, cette idée du progrès, donc je vous expliquais que l'homme va se distancier de l'état de nature par le progrès et essentiellement par le biais de la technique. Et donc au 19e siècle, on pensait vraiment qu'il y avait un premier stade
de l'homme. C'est pour ça qu'on parlait des peuples primitifs ou des peuples premiers, qui étaient un premier stade. Ils n'avaient pas de développement technique aussi avancé que nous, et donc on évolue comme ça sur la ligne du progrès. C'était l'idée qu'il y avait au 19e siècle, c'était l'évolutionnisme. Depuis, on a quand même avancé, notamment parce qu'au 20e siècle, on a commencé à réfléchir, dans le mouvement qu'on appelle celui de l'écologie culturelle, au fait que cet évolutionnisme, il était multilinéaire, c'est-à-dire qu'on n'avance pas tous sur la même ligne du progrès qui va nous conduire à une civilisation, mais chaque groupe, chaque culture avance sur sa propre ligne d'évolution. Voilà. Après, on ne peut pas trop parler d'anthropologie de la nature sans parler de l'ethnobotanique. Ce n'est pas tout de suite qu'on parle des Indiens. Juste l'ethnobotanique, c'est au moment où il y a eu les premières ethnographies, les premiers ethnologues. Donc, il faut bien savoir que c'était quand même essentiellement les missionnaires et les colons qui allaient chez les peuples pour faire des relevés, apprendre à les connaître. Et il y en a qui se sont concentrés sur l'usage que ces peuples pouvaient faire des plantes. Donc ils ont relevé toutes les plantes qu'ils utilisaient, leurs noms et leurs usages. Et ça s'appelle de l'ethnobotanique. Le premier grand ouvrage qui référence tout ça, c'est un ouvrage qui s'appelle « L'homme et les plantes cultivées » de André-Georges Audricourt et qui est paru en 1943. Et là, on sortait déjà un peu de l'évolutionnisme parce qu'on allait s'intéresser un peu au fait que ces peuples-là avaient des vrais savoirs élaborés et que même on pouvait peut-être s'appuyer sur ces savoirs pour venir renforcer les nôtres. Donc au XXe siècle, on sort un peu de l'idée de progrès et qu'il y a des peuples qui sont plus avancés que d'autres pour aller vers l'idée qu'on peut s'enrichir mutuellement. Mais il y a encore des traces d'évolutionnisme dans notre façon de se représenter le monde aujourd'hui. Donc, voilà pour l'anthropologie de la nature au XIXe siècle. Et ensuite, au XXe siècle, dans l'anthropologie de la nature, il y a eu un grand tournant qu'on appelle le tournant ontologique, qui est lié notamment au fait des préoccupations écologiques actuelles. Bien sûr, notre relation à l'environnement, elle commence à nourrir des conflits de perception, de représentation, d'idéologie même. Et donc ça nous amène à repenser notre lien à la nature. Et il y a un anthropologue donc, qui s'appelle Philippe Descola qui a, à partir de son ethnographie chez les Hachoirs, proposé ce qu'on appelle le tournant ontologique, c'est-à-dire la certitude que l'idée de nature, c'est tout sauf naturel, puisqu'en fait, chaque culture va avoir la sienne. Et lui, il a commencé par s'intéresser à l'idée de nature chez les Indiens Hachoirs. Donc il y a 2 livres de référence de Philippe Descola sur cette ethnographie. La nature domestique, symbolisme et praxis dans l'écologie des Hachoirs. C'est le livre essentiellement sur lequel je me suis appuyée pour vous faire cette conférence. Et Les lances du crépuscule, c'est plus un ouvrage où il va expliquer, lui, son voyage, comment il a fait pour aller chez les Indiens d'Amazonie, comment il a réussi à se faire une place, quelle relation il a entretenue avec ces Indiens, etc. Donc voilà, les lances du crépuscule sont assez accessibles à la lecture si vous voulez lire. Là, j'ai un petit dessin qui représente les ethnologues qui vont chez les Indiens Hachoirs. Donc, qui sont les Indiens Hachoirs ? Pour vous présenter la pensée de Philippe Descola, en fait, je vais commencer par vous présenter son ethnographie chez ces Indiens. Donc on voit qu'ils sont à la frontière entre le Pérou et l'Équateur. Les Indiens Hachoirs, c'est des Indiens qui appartiennent à la grande famille des Jivaros. Donc ça veut dire qu'ils sont 4 groupes. Il y a 4 sous-groupes parmi les Jivaros. Les Hachoirs, les Chouars, les Umbaïsa, et j'ai plus le nom du 4e, et les Aguarana. Donc c'est des Indiens qui vont tous parler un peu la même langue, la langue Jivaro, mais qui sont quand même des tribus différentes. Donc là, vous avez le groupe des Jivaros, et là, on voit un petit peu comment ils sont divisés. Les Indiens Hachoirs, c'est ceux qui sont le plus, en fait, on va dire, protégés des influences occidentales, parce qu'ils ont d'autres Indiens qui font un peu tampon, et ils sont vraiment à cheval sur la frontière. Et Philippe Descola a plus travaillé en Équateur qu'au Pérou, parce que justement, ils étaient plus, leur structure, leur agriculture était plus préservée des impacts occidentaux. Il y a eu quand même pas mal d'impacts occidentaux. Les Jivaros, je ne sais pas si vous voyez cette image des têtes réduites des Indiens qu'on a dans certains films ou certains imaginaires, c'est eux qui faisaient ces têtes réduites. Ils s'étaient représentés comme un peuple assez guerrier, un peu brutaux, mais c'était une méconnaissance. Ensuite, les premiers ethnographes vont avoir vraiment révélé la richesse de l'organisation symbolique et des techniques de culture des Indiens Jivaros.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces Indiens? Alors, ils sont sur un territoire grand comme la Belgique, ils sont 4500 personnes. Enfin, ils étaient dans les années 80, 1980, c'est là que Descola les a rencontrés. Ils étaient 4500 sur un tout territoire grand comme la Belgique. Donc ça fait une densité très faible. Ils sont 0,17 habitants par kilomètre carré. Nous, en Haute-Loire, on est 0,46 habitants par kilomètre carré. Déjà, on n'est pas un territoire très dense. Mais alors eux, c'est encore... il faut une journée de pirogue entre chaque maison pour... les premiers voisins sont très loin. Et climatiquement, c'est à 50 km à l'est de la Cordillère des Andes. Donc on est dans un climat très humide. La Cordillère des Andes va retenir les nuages, donc ça va être beaucoup de fortes pluies, très humides, avec des fleuves comme le Pastaza ou le Bobonadza qui vont avoir des bras partout. Donc ça va être des zones assez marécageuses, avec des petites réminences entre les marécages sur lesquels poussent les palmiers qu'on voit là sur la photo. Et ces palmiers, ils s'appellent dans la langue jibaro, ils s'appellent aguage, et c'est pour ça qu'on les appelle les hachoirs, c'est les gens des palmiers. Et c'est une société donc, où chaque maisonnée fonctionne pratiquement en autarcie. J'ai mis des plans de maisonnées. C'est une société sans État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chefferie centrale. Les maisonnées fonctionnent pratiquement en autarcie. Alors il y a des liens d'alliance qui vont réunir à peu près des tribus qui constituent à peu près 10 maisonnées, au sein desquelles il y a une sorte de paix. Descola appelle ça des nexus, qui regroupent 10 maisonnées. Donc là, elle est à la paix. Mais par contre, entre nexus, ils se font la guerre vraiment. Ils se font la guerre pour des raisons, pas pour des raisons de territoire. Ils n'ont pas de problème de territoire. Hein. Ils ont beaucoup de place, beaucoup de biodiversité, de gibier, mais pour des problèmes de chamanisme, de mort provoquée par des chamanismes, et ils rentrent dans une espèce de vendetta. Descola explique qu'il y a un mort sur deux parmi les hommes, enfin les garçons, qui est lié à un assassinat. Donc c'est une société assez guerrière entre nexus, et donc la maisonnée va être vraiment l'endroit de la paix et de la stabilité. Et chaque territoire d'une nexus va être défini par une rivière. Donc par exemple, on va dire de tel nexus que c'est les gens de la rivière Kapawi, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Mais donc il n'y a pas de chef, et tout s'organise autour de la maisonnée, qui est l'espace de stabilité. Alors on peut mettre là un plan de la maisonnée. Je sais pas, on a vu dans les premiers, ça fait des espèces de toits de paille comme ça, avec des maisonnées qui sont ouvertes. Il n'y a pas de mur. Et c'est organisé comme ça. Donc on est dans des sociétés qui sont majoritairement polygames. Descola, il a travaillé sur 11 maisonnées, et sur les 11, il y en avait 8 qui étaient des ménages polygames. Vous savez ce que ça veut dire polygame? Ça veut dire un homme qui va avoir plusieurs épouses. Et 3 qui étaient dans des ménages monogames, c'est-à-dire une maison, il y avait un homme et son épouse, ses enfants. Mais le plan que je vous ai mis, c'est une maisonnée d'un homme polygame. Et donc, les petits schémas là, c'est les lits des épouses. Les plus petits lits, c'est les lits des chiens, parce que les épouses ont des chiens qu'elles prêtent à leurs hommes pour aller chasser. Au milieu, c'est les jarres de manioc, parce qu'ils boivent de la bière de manioc, essentiellement parce qu'ils ne peuvent pas boire l'eau des rivières ni l'eau de pluie avant de la faire fermenter. Et les petites croix, c'est les foyers. Et on voit là qu'il y a la maison au milieu, et on a les jardins. Donc comme là, il y a 3 femmes dans cette maison, il y a 3 jardins. Chaque femme a son jardin, un jardin qu'on dirait chez nous potager, de 100 à 200 mètres carrés, où elle cultive de l'igname, du manioc, des avocats, des bananes, du maïs, des plantes textiles aussi, des plantes récipients. Et voilà, et c'est ça qui fait l'autonomie un petit peu alimentaire. Mais bien sûr, les hommes vont chasser aussi, ils sont chasseurs-cueilleurs, les hommes. Et ils vont, eux, leur domaine, c'est la forêt. Mais on va s'intéresser essentiellement au domaine des femmes, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la cosmogonie hachoir, c'est-à-dire la manière dont ils se représentent le vivant, dans la cosmogonie, c'est-à-dire dans leur mythe, on pourrait dire dans leur religion, mais ce ne serait pas tout à fait exact, les hommes, les plantes et les animaux sont tous des personnes. Ils disent « aens ». Donc, sauf que les êtres humains ont gardé leur apparence d'homme, ont gardé leur forme physique qui correspond à ce qu'ils sont à l'intérieur, mais tout le monde, en fait, à l'intérieur, toutes les plantes et les animaux sont des personnes, avec une âme qu'on appelle Wakan. Et il y a eu un mythe, une espèce de grande guerre entre les personnes de la rivière, les personnes de la forêt, les êtres humains, qui s'appelle la grande spéciation, qui a fait que les animaux et les plantes ont perdu leur apparence humaine, mais à l'intérieur d'eux, ils sont toujours des personnes.
Et donc, ils fonctionnent comme des personnes, ils relationnent entre eux comme des personnes, ils ont des comportements sociaux comme des personnes, des réflexions comme des personnes, des affects comme des personnes. Par exemple, et les hachoirs connaissent ça très bien, c'est-à-dire qu'ils savent très bien, par exemple, que le toucan est une personne monogame, alors que le colibri est un coureur. Et je vous donne juste cet exemple, mais ils connaissent ça pour toutes les espèces végétales et animales. Et donc, comme les animaux et les plantes ont perdu leur apparence humaine, ils ont aussi perdu leur appareil phonatoire qui leur permettait de parler et donc de communiquer. Et donc on a perdu, à travers cette grande guerre, la capacité de communiquer avec les non-humains, les êtres vivants non-humains. Et donc il reste, malgré tout, ce que Descola appelle un métalangage, c'est-à-dire qu'il y a une façon qui demeure pour les hachoirs de communiquer avec ces êtres, et il y a plusieurs façons, et la première façon, en tout cas, c'est les chants. Donc ils ont des chants incantatoires qu'ils vont utiliser pour communiquer avec les plantes, avec les animaux. Là, je vous ai mis l'exemple, je ne vais pas vous le lire, mais d'un chant incantatoire que les femmes utilisent dans les jardins pour invoquer Nunki, qui est l'esprit des jardins. C'est un esprit féminin qui loge dans les couches supérieures du sol. Et elle est considérée comme Nunki est la mère adoptive des plantes. Donc elle va aider la femme à faire pousser les plantes. Et la femme aussi a un rôle important dans le fait de pouvoir les transplanter, les désherber. Donc il y a comme ça une interdépendance entre les êtres vivants, c'est-à-dire que la femme, les plantes sont dépendantes de la femme et de la famille qui sont dépendants de ces plantes puisqu'ils les mangent. Donc il y a cette interdépendance tout le temps qui est très conceptualisée. Juste pour dire que dans le métalangage, donc il y a ces chants qui sont mélodiquement tous pareils, hein, c'est juste les paroles qui chantent, ils peuvent être joués à la flûte, chantés ou même chanter à l'intérieur de soi, parce que c'est vraiment considéré comme le langage d'âme à âme, donc c'est plus l'intention qui compte, c'est quelque chose qui se passe dans l'intimité. Et sinon, dans la capacité de communiquer avec les autres êtres, il y a tout ce qui relève du rêve, là où l'âme va quitter les corps et pour aller communiquer avec les autres âmes, et aussi les rituels de transe à partir de consommation de plantes hallucinogènes. Donc cette métalangue permet de communiquer entre les différentes espèces et de relationner. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que les femmes se comportent avec les plantes dans une relation de consanguinité, comme si elles étaient leurs filles. Alors que, par exemple, les hommes, eux, quand ils vont chasser, il y a exactement tout le même univers, je ne peux pas tout vous détailler, vous pouvez lire Descola si ça vous intéresse. Les hommes vont aller se comporter avec les gibiers comme si c'était leur beau-frère. Le beau-frère ayant une place très importante dans le système de parenté hachoir. Donc on voit que ces relations sont du mode des rapports sociaux humains. Je vais juste vous lire l'épilogue des Lances du Crépuscule, une petite partie pour vous dire quel enseignement premier Descola a tiré de son expérience chez les Indiens hachoirs. Il dit « La première des leçons et la plus importante peut-être est que la nature n'existe pas partout et toujours, ou plus exactement que cette séparation radicale très anciennement établie par l'Occident entre le monde de la nature et celui des hommes n'a pas grande signification pour les hachoirs et pour d'autres peuples qui confèrent aux plantes et aux animaux les attributs de la vie sociale, les considèrent comme des sujets plutôt que comme des objets et ne sauraient donc les expulser dans une sphère autonome de nous, livrée à des lois mathématiques et à l'asservissement progressif par les sciences et la technique. » Voilà. À partir de cette réflexion, donc Descola, après, en 2015, donc entre les années 80 et 2015, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup lu d'autres ethnologies, il est allé beaucoup s'interroger sur comment d'autres peuples allaient relationner avec leur environnement, voir si c'était déterminé par leur environnement naturel ou pas. Il a beaucoup lu et il a établi des théories, et notamment, il s'est rendu compte que dans cette façon que l'homme avait de se représenter lui en lien avec la nature, il y avait 4 ontologies. Ontologie en philosophie, c'est la science de l'être, pour faire simple. Et lui, au lieu de faire établir ses ontologies sur une différence entre nature et culture, il va le faire entre physicalité et intériorité, entre corps et esprit en fait. Et dans l'animisme, tel que je vous l'ai décrit chez les Indiens hachoirs, qui sont d'une ontologie animiste, les hommes et les êtres vivants non humains ont la même intériorité.
C'est-à-dire qu'on a tous une âme, une même capacité à réfléchir, une même capacité à avoir des affects, mais pas la même physicalité. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de plumes, de poils, de crocs, on n'a pas les mêmes physiques, mais on fonctionne de la même manière intérieurement. Ça, c'est pour les Indiens Achuar, les animistes. Et il y a d'autres peuples dans le monde qui sont animistes, et les ontologies il peut y avoir des traces d'animisme dans les autres ontologies, c'est pas hermétique. Et nous, pour faire court, notre ontologie, elle est définie comme naturaliste, c'est-à-dire que nous sommes pareils en termes de corps, c'est-à-dire que tous les êtres vivants, on a ce principe de vie en nous, avec les flux qui circulent, le sang, la sève, etc. On vit, on meurt. Mais par contre, intérieurement, il n'y a que les hommes qui ont une âme, une capacité de réflexion et tout ça. Donc ça va être le naturalisme avec la différence des intériorités, mais la ressemblance des physicalités. Et ensuite, il y a le totémisme et l'analogisme, sur lequel je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui. Le totémisme, c'est plus chez les aborigènes. Si, ça, je peux le dire rapidement, ça va être qu'on est pareil en termes de corps et en termes d'esprit, mais on est organisé par groupe. Vous connaissez cette idée de totem, là. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui sont du totem de l'aigle, chez les Indiens aborigènes, ils vont avoir les mêmes caractéristiques physiques et intérieures que les aigles. Ça va être des attrapeurs, etc., etc. Et ensuite, l'analogisme, c'est qu'on est tous différents physiquement et intérieurement parlant. On a juste des liens entre nous, des choses similaires, des analogies. Voilà. Donc ça, c'était les ontologies de Descola. Et juste pour conclure, je voulais vous parler d'Alessandro Pignosci, qui est à la fois chercheur en philosophie, sciences cognitives et dessinateur de bande dessinée. Donc, dans sa bande dessinée Petit traité d'écologie sauvage, il imagine un monde où l'animisme des Jivaros serait devenu la pensée dominante, y compris chez nous. Donc vous pouvez le lire, c'est assez drôle, je ne vais pas vous le lire là, mais là il imagine que Emmanuel Macron et Trump font de la pêche et se posent la question de savoir quel rôle ils ont dans cette transformation du monde. Quant aux mésanges, elles s'organisent pour voir si elles vont plutôt aller manger ou aller faire une AG. Et il faut dire une petite ouverture sur le fait que Alessandro Pignosci, comme Philippe Descola, ont travaillé chez les Indiens Achuar, mais aussi sur le militantisme écologique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir pris des luttes écologiques comme lieu pour faire de l'ethnologie, de l'ethnographie. Par exemple, ils vont avoir travaillé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, cette lutte écologique pour lutter contre un aéroport dans la région nantaise où des militants ont occupé un territoire pendant très longtemps, enfin pendant plusieurs années. Et ils se rendent compte que dans ces espaces de militance, le naturalisme, donc cette ontologie qui nous définit, dominant, va vaciller et que les territoires sont perçus et vécus par les militants comme un tissu de liens, une étoffe mouvante qui trame ensemble humains, animaux et végétaux, lui donnant une texture particulière. D'ailleurs, on peut retrouver ça dans un peu le cri de guerre des écologistes actuellement qui disent « Nous sommes la nature qui se défend ». On voit qu'à cet endroit-là, le naturalisme dominant vacille en effet. Et donc ce tournant ontologique, il va ouvrir tout un champ en anthropologie de réflexion sur des terrains où on va aller interroger des groupes, des territoires sur leur rapport aux vivants non humains. Et c'est ce que va nous présenter Natacha chez un peuple de pêcheurs en Afrique. Enfin, c'est un exemple de ce que... Merci Jeanne pour ta présentation. Nous allons donc quitter l'Amazonie pour l'Afrique de l'Ouest et commencer par regarder un court extrait de reportage pour vous faire découvrir d'autres formes d'interaction qu'entretient une communauté avec la mer cette fois-ci. Donc, bienvenue dans ce banc d'Arguin. Je vais quand même vous présenter quelques caractéristiques de ce milieu. C'est un écosystème assez riche, donc, où il y a près de 2 millions d'oiseaux migrateurs qui s'y arrêtent entre octobre et mars, après avoir passé une partie de leur temps en Sibérie. Beaucoup d'espèces limicoles qui vivent dans la vase ou sur l'eau, comme les bécassos, les gravelots, les chevaliers, les courlis, les huîtriers. Moi, je ne les connais pas toutes, mais... c'est des oiseaux qui côtoient d'autres espèces de nicheurs comme les cormorans, les pélicans, les hérons, les flamants roses. L'idée, ce sera d'aller voir la communauté des Imragen, mais du coup, je voulais quand même repréciser certaines choses par rapport à cet écosystème assez riche. Toutes ces espèces, alors il y a aussi 254 espèces de poissons, osseux et cartilagineux, dont des raies, plusieurs espèces de requins, des dauphins, des tortues marines, plusieurs familles de poissons.
Et toutes ces espèces, elles peuvent s'y reproduire notamment grâce à un réseau alimentaire assez complexe qui est provoqué donc par des zones nommées upwelling. Ce sont des courants d'eau profonde, froides et riches en nutriments minéraux qui font donc exploser la production de phytoplancton. Et la particularité de cette zone, c'est également les hauts fonds marins dont l'étendue est parcourue de chenaux qui changent d'aspect au gré des marées. On y trouve également des vasières exondées à marée basse qui s'y étendent sur 450 km² avec des herbiers d'algues diverses. Et tout ça, ça se trouve à la base d'un réseau alimentaire complexe, donc. Et c'est dans cet environnement précis qu'évolue donc depuis 5 siècles une communauté de pêcheurs, les Imragen. Les Imragen sont aujourd'hui au nombre de 1500 environ. Alors ce nombre est très fluctuant parce que pour différentes raisons que je ne vais pas pouvoir vous exposer, ils vivent répartis dans 8 villages le long de cette côte. Ce sont des descendants de l'ethnie des Bafours, donc les Bafours qui viennent plus du côté du Soudan et du Niger. Ils ont été métissés aux Berbères au XIVe siècle, puis à des esclaves morts au XVIIe. Ils étaient encore nomades au début du XXe, et donc, comme ça a été mentionné dans la vidéo, ils se sont progressivement sédentarisés à partir des années 1970. Donc, il faut savoir que ce sont les seuls de la société Maure à pouvoir entrer dans la mer. Ils pratiquent une pêche traditionnelle, soit à pied, à l'aide de filets. Donc ça, c'est principalement pour la pêche au mulet jaune, sur laquelle on reviendra. Soit leur pêche s'effectue à partir de lanches à voile latine. Ce sont des embarcations sans moteur qui ont été introduites par les pêcheurs canariens pour la capture des sélaciens, donc les requins et les raies. Certaines de leurs pratiques traditionnelles de pêche ont perduré jusqu'au début du XXIe siècle, et elles sont en déclin depuis les années 1960. Et ce déclin, il est dû notamment à une baisse de stock de poissons, à l'installation d'autres pêcheurs qui a été favorisée par la création d'une route qui relie le nord au sud, et à l'éloignement des bancs de mulets de la côte, ce qui est aussi dû à l'utilisation de bateaux motorisés. Donc, pour préserver cette richesse biologique, en 1976, un parc national a été créé sous l'impulsion du naturaliste Théodore Monod et la toute jeune République islamique de Mauritanie. Et cette réserve, elle s'étale sur 12 000 km², et c'est la plus grande d'Afrique de l'Ouest, une des plus grandes au monde. En 1982, ce parc il a été inscrit sur la liste internationale des zones humides, enfin sur les listes des zones humides d'importance internationale. Et puis en 1989, donc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin, en 1994, le parc a étendu son activité à un objectif de développement durable qui visait les communautés sur place, donc afin de maintenir des stocks de poissons et puis les pratiques dites traditionnelles de pêche. La création de ce parc a entraîné toute une série de réglementations comme le repos biologique de certaines espèces. Ça c'est une carte un peu plus précise avec les limites du parc. Donc voilà, les réglementations, donc c'est le repos biologique de certaines zones et espèces, l'interdiction d'en pêcher également, des limitations de circulation et l'encadrement des équipements et outillages de pêche. Donc, par exemple, les lanches à voile latine, elles sont limitées au nombre de 114. Et c'est là que c'est intéressant. C'est dans ce contexte qu'arrive Hélène Artaud en 2008, donc, qui est une docteure en anthropologie sociale et dont la thèse a été dirigée par Philippe Descola, justement. En gros, elle a reçu une bourse de doctorat qui a été offerte par le parc et son objectif, c'était d'étudier les transformations et les hybridations des savoirs dits traditionnels de pêche dans ce contexte. Mais quand elle arrive sur le terrain, en fait, elle est confrontée à un paradoxe. C'est qu'à la fois, le parc érige ses pêcheurs en modèle d'un rapport symbiotique avec l'environnement, et à la fois, il existe comme une grande incertitude liée à l'existence de ces traditions maritimes amrig. Amrig, c'est le singulier de Imragen.
En fait, c'est comme si cette communauté ne disposait pas de réelles compétences maritimes. Ce qu'elle constate, en effet, c'est que la littérature ou les données semblent avoir dépeint ces communautés comme étant détournées de la mer pour cause d'une activité pastorale largement dominante dans la société maure, mais également pour 2 autres raisons que je vous expose. La première raison, elle tient à leur ancrage géographique et culturel, africain et islamique, où le rapport à la mer a très souvent été documenté comme étant marginal, voire inexistant. Et la deuxième, elle tient à la sobriété matérielle de leur pêche, c'est-à-dire que l'absence de maîtrise technique de ce milieu a conduit beaucoup d'auteurs à déduire de leur pratique un caractère bricolé et improvisé de leur appréhension au milieu. C'est ce qui doit attirer notre attention normalement, enfin je ne sais pas pour vous, sur les formes d'interaction avec la mer et la notion de savoir, de compétence et de connaissance lorsqu'il n'y a que très peu d'outillage. La question, en fait, ça a été de savoir comment qualifier ces savoirs. Est-ce qu'on peut vraiment y voir des compétences maritimes ? Que si cette communauté évolue depuis 5 siècles au moins dans cet environnement complexe pour en tirer subsistance, c'est bien qu'il existe une connaissance du milieu. Mais il semble qu'elle se fonde sur des éléments peut-être différents de ce qui nous permet de maîtriser les milieux. En fait, cette connaissance, elle se fonde surtout sur des dispositions corporelles, cognitives et sensorielles qu'on va aller voir de plus près. Mais avant d'y venir, je vais vous montrer un court extrait de Navigateur européen qui arrive dans ce banc d'Arguin et qui date de 1993. C'est juste un court extrait pour montrer que donc, ces navigateurs européens, ils arrivent, ils échouent 12 fois. En fait, il faut se rappeler que le banc d'Arguin, il est constitué de zones changeantes, d'un labyrinthe de chenaux qui change au gré des marées et qui pose la question des modalités de connaissance qu'ont ces populations sur place. C'est-à-dire que là, les navigateurs, ils essayent de s'appuyer sur une cartographie qui est objectivée, une représentation de l'espace qui ne tient pas compte de ces dynamiques et de ces zones maritimes. Et du coup, on peut se demander peut-être comment les Imragen, qui évoluent depuis 5 siècles dans ces environnements, ils arrivent à justement se repérer et s'orienter. En fait, ça a été justement le travail d'Hélène Artaud, excusez-moi, le travail d'Hélène Artaud, que de documenter ses savoirs durant ces 15 mois de terrain qu'elle a effectués entre 2008 et 2010, où elle a relevé que les Imragen ils s'orientaient grâce à différents indicateurs sensoriels qui sont assez poussés. Donc on a par exemple la couleur de l'eau, les sons produits par l'eau, les odeurs de vasières, mais aussi des excréments d'oiseaux qui vont leur indiquer l'orientation en fait. C'est-à-dire que l'odeur va leur indiquer l'orientation. Et ça peut être aussi les cris d'oiseaux, voire des chacals ou les sifflements de serpents. Et ce sont d'ailleurs les Imragen seuls qui peuvent guider les gardiens du parc aujourd'hui dans certaines zones périlleuses. En bref, ils ont une connaissance assez fine du milieu et de la morphologie sous-marine même, parce qu'il y a des techniques de pêche qui vont s'appliquer à différents reliefs de la morphologie sous-marine. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'ils n'ont pas d'équipement comme nous avons, par exemple. Oui, pas d'équipement technique très développé, quoi. Ce que l'anthropologue a donc mis en avant dans son travail, c'est une connaissance sensible de l'environnement qui se fait grâce à un long processus d'appréhension directe du milieu, mais dont la maîtrise reste assez souple. Ces points de repère là, de navigation qu'ils ont, ils se sont stabilisés en une toponymie. Donc la toponymie, ce sont les noms des lieux qui sont donnés aux lieux. Donc par exemple, il y a des lieux qui sont désignés par le son que produit l'eau quand elle est sur le point de bouillir, ou bien le bruit de l'eau lorsqu'elle vient se heurter à la lanche. Et c'est comme ça qu'eux, ils arrivent à se repérer. Ce que constate Hélène Artaud en fait, ce qu'elle constate, c'est que l'anthropologie maritime, qui étudie les relations des sociétés à la mer, elle a souvent accordé un certain primat aux analyses technologiques pour en appréhender les formes. Et donc, Hélène Artaud, par ses travaux, elle a ouvert la voie à une anthropologie sensible de la mer, c'est-à-dire incluant les sensations, l'affectivité, l'émotion, tous ces aspects qui sont articulés par le corps et qu'on ne regarde pas suffisamment, en fait.
C'est ce qui la pousse à citer donc un autre auteur qui dit « On doit à l'idéal cartésien de la nature dont on se ferait maître et possesseur, d'avoir présenté comme équivalente domestication de la nature et soumission technique. » Je ne sais pas si tout le monde comprend cette phrase et si vous êtes encore là. Mais ça va ? Ouais, oui. Donc je vais vous montrer, je vais vous donner quelques exemples en fait. Bon, par exemple, la pêche au mulet jaune. En fait, ils ont des techniques de pêche où il faut être un maximum discret. Par exemple, il y a un adage amrig, donc pour rappel, amrig c'est le singulier d'Imragen, selon lequel être amrig c'est n'avoir ni ombre, ni pas, ni odeur. Donc la pêche au mulet jaune, c'est une pêche importante pour les Imragen et elle s'effectue annuellement lorsque les mulets y migrent en banc entre le mois d'octobre et le mois de février. Et elle constitue la base d'une préparation assez importante, culinaire assez importante. Et elle conduit à toute une série de limitations, en fait, d'interdits. Mince. En gros, c'est le banc de mulets qui va dicter un certain nombre d'interdictions et une vigilance accrue de la part des pêcheurs, mais aussi de la communauté entière dans certains endroits. C'est-à-dire que, par exemple, au nord de Timiris, toute la communauté, c'est-à-dire les marabouts, les guerriers et les femmes qui n'entrent pas dans l'eau, ne devaient pas chanter, ne devaient pas faire de feu, ne pas marcher près du rivage, ni n'avoir de rapports sexuels avec des pêcheurs la veille de la pêche, ni se laver dans la mer. Le mulet, en gros, il était réputé pour son caractère craintif, ce qui induisait d'adopter une présence minimale, présence sensible minimale. En gros, plus il y avait de proximité de pêcheurs avec ce banc, plus ils étaient soumis à des contraintes. Et donc, par exemple, il était interdit de marcher dans les vasières. Les mulets étant réputés pour avoir une acuité olfactive importante, ils ne devaient absolument pas repérer les traces des pêcheurs, de ne pas figer dans les vasières. Ouais. Est-ce que j'ai encore le temps ? Si, ça va. Alors, ce qui est particulier aussi, c'est que les Imragen, ils perçoivent le mulet comme un seul corps, c'est-à-dire que c'est vraiment la morphologie du corps du corps de mulet, quoi, qui va... Comment ? Oui, le banc qui a un corps, ouais. Et donc, ce corps, il ne faut surtout pas le déstabiliser, et il ne faut surtout pas que le chef de ce banc de mulets s'échappe, sinon ça va déstabiliser tout le banc, et ça va empêcher la prise, quoi, et la pêche. Et il y avait aussi une autre pratique avant qui était celle de leurrer les poissons. En gros, ils enfilaient avant une culotte en cuir de chèvre. Alors ça, il y a différentes explications pour lesquelles ils enfilaient cette culotte en cuir de chèvre. Selon les pêcheurs, ce serait lié soit à une formule magique qui est récitée par le marabout et qui favoriserait la pêche, soit il y aurait une fonction d'invisibilité. La culotte, elle induit en fait une neutralité sensorielle pour le poisson, ou la dernière, elle serait liée à l'attractivité de la culotte en cuir pour le poisson. En gros, quelle que soit l'explication, l'idée c'est d'entrer dans le monde sensoriel du poisson pour le leurrer et le piéger par une perception de familiarité. Tout ça, en gros, le fait que la mer dicte à la communauté entière comment se comporter, ou le fait que ce soit la sensorialité imputée aux poissons qui communique aux pêcheurs des dispositions, c'est ce que Hélène Artaud a nommé l'ictioesthésie. Ouais, alors là, c'est pas défini, mais je vais vous le définir. Oui, du coup, voilà, c'est ça en fait. C'est une modalité sensible de l'appréhension de la pêche et du milieu, qu'elle nomme ictioesthésie. C'est quand la mer ou le poisson dicte finalement ce que doit faire le pêcheur ou comment il doit s'ajuster au milieu naturel. Donc, tout ça.
Donc, chez les Imragen, connaître et percevoir, ça forme un tout. Pour Hélène Artaud, tout ça, c'est une... alors oui, pardon, je ne vous ai pas défini, mais ichthyostésie, ichthyos, ça vient de poisson, le grec, et esthésie, qui est liée à la sensation, au fait de percevoir et de sentir. En gros, il y a une autre modalité, cette appréhension du milieu qu'ont les Imragen, Hélène Artaud, elle les définit selon deux modalités qui sont donc l'ichthyostésie et l'écoesthésie, c'est-à-dire une façon de se lier au milieu, d'être ajusté aux singularités morphologiques et naturelles de celui-ci par l'entremise des sens et de dispositions spécifiques du corps. Et sans ce minimalisme technique, cette attention, elle ne serait pas stimulée de la même façon. En fait, c'est ce qu'elle explique, c'est que c'est justement le fait qu'il soit plus dépendant du milieu qui vient stimuler des dispositions corporelles, sensorielles, affectives. Pour finir, elle a donc écrit un dernier ouvrage qui s'appelle Immersion, où en fait elle propose de différencier la perspective atlantique et océanique, où du coup elle documente en fait ces différentes représentations de la mer. Son but à elle, c'est de montrer qu'il y a d'autres rapports à la mer qui ne passent pas, ou d'autres formes de domestication de la mer, qui est un milieu un peu sauvage et méconnu, qui passe pas forcément par la technique, et que ça, c'est mal documenté, quoi. En règle générale, en anthropologie maritime. Voilà. Donc, le primat est... Ouais, je sais pas si... Le primat qui est accordé à l'instrument et à la machine revient en effet à reconduire l'idée selon laquelle il n'est de rapport possible à l'océan, nécessairement hostile et périlleux, que médié par la puissance technique, à tel point que l'expérience sensorielle des marins est toute contenue dans un faire-corps fusionnel avec le navire, tandis que le rapport à la mer s'en trouve occulté. Ouais, qu'en est-il chez les bergers d'Auvergne ? Bonjour, merci Natacha. Et donc pour boucler le voyage, on va revenir chez nous dans le Massif central et on va passer de la pêche, donc un rapport à des animaux non domestiqués, à des animaux cette fois domestiqués par des pratiques d'élevage. Moi je suis doctorante en anthropologie, études sur le genre, et être doctorante en anthropologie, ça veut dire donc faire une thèse. Et faire une thèse en anthropologie, ça veut dire qu'on a une problématique et un terrain. Donc je vais essayer de vous définir ma problématique et les questions de terrain qui émergent. Les deux questions de terrain qui émergent beaucoup, c'est quel est le silence dans les rapports interspécifiques. Les rapports interspécifiques, ça veut dire interespèces. On peut dire soit interespèces, soit interspécifiques. Il y a une politisation différente. Et aussi la question du paysan taiseux. Voilà, le rapport au silence, donc d'un côté avec les animaux, de l'autre côté avec les êtres humains. Et ensuite, je reviendrai à mes méthodes. Sur quel terrain ? Alors sur quel terrain ? C'est les éleveurs en bovins allaitants dans le Massif central. Mon terrain est en train de se définir, donc je vais d'abord définir ma problématique et puis après on pourra parler plus précisément du terrain si vous voulez. Donc le titre de ma thèse, c'est « Silence, souffrance et suicide chez les éleveurs bovins allaitants dans le Massif central ». On est bien dans le sujet. Donc je travaille à la croisée d'une anthropologie économique et d'une anthropologie des affects. Et plus précisément, je me demande s'il y a une relation qui existe entre les silences et le néolibéralisme. Et plus particulièrement, si le néolibéralisme produit du ou des silences, comment et quelles sont leurs conséquences dans le milieu de l'élevage. Donc ce travail de conceptualisation, il vient d'abord d'une rencontre où à un moment j'ai accompagné une éleveuse lors d'une réunion organisée par la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, sur le silence et le suicide dans le Massif central, et notamment chez des éleveurs, pas seulement bovins, mais sur une partie du Massif central, chez des éleveurs. Donc le suicide, on peut penser que c'est une action individuelle, mais dès les débuts de la sociologie, à la toute fin du 19e siècle, un des pères de cette discipline, de Durkheim, pointe que le suicide, en fait, ça a une dimension qui est sociale, et que le suicide s'est distribué de façon spécifique en fonction des professions, des classes sociales, etc. Et à contrario d'aujourd'hui, où le taux de suicide chez les agriculteurs est un des plus importants dans la société, au 19e siècle, ce n'est pas du tout le cas.
et Durkheim. Donc, il montre que les agriculteurs est une classe sociale qui est très très peu touchée par le suicide. Or, la mise en place d'une agriculture intensive, notamment avec la politique agricole commune, on y reviendra dans les années 60, coïncide avec cette augmentation du suicide. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a cette coïncidence et comment elle se fait. La définition du néolibéralisme sur laquelle je m'appuie explique que le néolibéralisme ne se contente plus, comme le capitalisme, d'augmenter les profits en capitalisant sur la force de travail dont sont dépossédés les subalternes, les ouvriers, etc., mais que le néolibéralisme influe et transforme aussi les lois et les réglementations, notamment étatiques, pour accroître les profits. Et l'accroissement des profits, ce sont des accroissements de profits particuliers qui semblent n'avoir que cette seule finalité d'accroissement de profits au-delà d'un bien commun que les États démocratiques sont censés protéger. Cette transformation commence à être pensée dans les années 1930 et donc se met politiquement et économiquement en place dans les années 1960-1970. Et cette transformation a de nombreuses modalités. On peut penser à l'entrisme des acteurs économiques dans le monde politique. Par exemple, certains des acteurs de la mise en place de la politique agricole commune sont des très grands propriétaires. Donc il y a un entrisme où les acteurs économiques vont aller dans les partis politiques. Ou alors, on peut penser à la pression que les grands groupes économiques font peser sur l'État pour retirer, par exemple, des décisions a priori prises pour le bien commun, comme la déréglementation de l'usage des pesticides qu'on peut voir actuellement. Donc on peut se poser la question de savoir si le néolibéralisme est la conséquence de l'ontologie naturaliste décrite par Descola et que nous a précisé Jeanne, qui entraîne à percevoir l'être humain comme séparé intérieurement des non-humains. Est-ce que cette séparation a à voir quelque chose ou pas avec le néolibéralisme? C'est un peu une grosse question, je ne vais pas essayer d'y répondre. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le néolibéralisme transforme profondément les relations de l'individu à son environnement, aux animaux, aux personnes et à leurs organisations sociales. Certains chercheurs et chercheuses décrivent aujourd'hui que le néolibéralisme a intégré une gestion des affects par des phénomènes de capture, d'attachement et de résistance. Aujourd'hui, je me demande si cette gestion des affects pourrait passer par le silence, que le silence soit producteur ou produit des affects. Si, dans une définition commune, le silence est une suspension de la parole, le silence tel que moi je le conceptualise pour essayer de comprendre ma question, c'est la suspension, la coupure, voire la destruction de liens interhumains ou interespèces. Cette coupure pouvant être conséquente de la mort des individus qui y sont engagés. Par exemple, dans les années 70, il y a une chercheuse qui s'appelle Rachel Carson et qui a beaucoup travaillé sur la mer par ailleurs, qui écrit un livre qui s'appelle Printemps silencieux et qui souligne que les pesticides, donc c'est un constat un peu naïf à première vue comme ça, mais que les pesticides tuent les oiseaux. Mais la relation oiseau-environnement est donc détruite. Et cette destruction a pour conséquence, qui plus est, de produire du silence dans les champs. Donc là, on voit qu'il y a un début de nouement avec le silence aussi, à la fois comme producteur et produit. Un autre exemple de production de silence par le néolibéralisme, c'est l'abattage massif de troupeaux à cause de la DNC, la dermatose nodulaire. Dans les journaux, on peut par exemple lire que dans les stabulations vides, le silence est particulièrement difficile à supporter pour les éleveurs. L'État, pourtant, semble trouver acceptable, à son échelle, pour protéger un échange économique, le Mercosur, de détruire les relations interespèces qu'un éleveur ou une éleveuse a mis longtemps à produire et à construire. Donc si la DNC et l'abattage massif des troupeaux est un événement tragique, mon hypothèse de travail est que le néolibéralisme produit des silences au quotidien, pas seulement dans des grands événements tragiques comme ça, mais vraiment dans des productions de travail quotidiennes. Un sociologue qui a travaillé sur le suicide chez les agriculteurs, Nicolas Desfontaines, a montré que le silence est une conséquence et non une cause du suicide. C'est assez important. On ne se suicide pas parce qu'on se tait, on se suicide parce que les difficultés sont telles qu'il devient impossible de les partager. Et ce sont ces difficultés qui mènent au silence. Entre les difficultés et le silence, il y a des affects, de la honte notamment. Mais comme l'exemple des oiseaux morts des pesticides ou des abattages massifs, je me demande si le mode de gouvernance néolibéral ne produit pas du silence en amont comme l'une des difficultés à laquelle l'éleveur ou l'éleveuse se confronte
Et on peut penser par exemple à d'autres productions de silence, par exemple le célibat, qui est une production sociale dans le milieu agricole, et non pas seulement comme conséquence des difficultés économiques qu'induit le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés économiques, on se tait et éventuellement, n'arrivant plus à trouver d'issue, on se suicide. Moi, je pense qu'il peut y avoir des silences qui viennent en amont de ces difficultés économiques et qui peuvent aussi entraîner des affects comme la honte. Donc là, je vais faire une nouvelle partie sur le silence et notamment le silence interespèces et dans le milieu de l'élevage. Donc mon intuition vient de la lecture du travail de Jocelyne Porcher, dont on voit des couvertures de livres, une chercheuse qui est d'abord agricultrice et qui a beaucoup travaillé sur les relations interespèces en défendant le travail réalisé par les éleveurs avec les animaux. Elle se positionne contre les élevages intensifs et promeut ce qu'elle appelle un contrat domestique entre les êtres humains et les animaux d'élevage, c'est-à-dire que le temps que l'éleveur consacre aux soins de l'animal engage une véritable relation et ce temps de soins sera rétribué à l'éleveur par la production de l'animal, éventuellement son propre corps à l'issue de sa mort, le propre corps de l'animal à l'issue de sa mort ou de sa mise à mort. D'autres chercheurs ont travaillé sur ces relations interespèces que nous établissons avec des animaux que nous consommons. Et un anthropologue, spécialiste de l'Iran et de la domestication du cheval, Jean-Pierre Digard, souligne au contraire de Porcher que nous désaffectons ces relations, ne serait-ce que par le vocabulaire que nous employons. On parle de bétail. Cette tension entre affection et désaffection de nos relations avec les animaux que nous consommons me semble cruciale ontologiquement. Pourquoi a-t-on besoin de désaffecter nos relations avec ces animaux que nous consommons ? Ce n'est pas du tout le cas dans toutes les sociétés, en fait, cette désaffection. Elle est vraiment propre à notre société. Enfin, en tout cas, il y a d'autres sociétés qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Il y a un vrai rapport affectif avec l'animal que l'on va manger, etc. Pourquoi n'assumons-nous pas ces affects et que nous dit le fait qu'on le fasse, notamment en utilisant des termes comme bétail ? La chose que dit le terme bétail, c'est que le langage est l'un des outils pour rejeter les affects que l'on peut éprouver pour ces animaux. D'abord par le terme lui-même. Par bétail, on réifie l'animal, c'est-à-dire que bétail permet de transformer les animaux en un objet. Parler du bétail et non par exemple des veaux, ni à la fois la multiplicité des individus, mais aussi l'espèce ou les espèces que l'on désigne par ce terme. On brouille, quoi. Le bétail transforme un groupe spécifique d'individus en un objet économique. Il serait intéressant, mais trop long ici, de montrer que notre positionnement affectif vis-à-vis des objets est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Nous sommes autorisés à avoir des rapports affectifs à certains objets, les œuvres d'art, nos téléphones, etc., mais pas à tous les objets et pas dans n'importe quel contexte. L'économie néolibérale transforme et caractérise ces affects. Mais les rapports affectifs, et là je définis le terme rapport entendu comme l'exercice d'une hiérarchisation des valeurs accordées aux êtres ou aux objets en présence, un rapport, donc il y a un rapport hiérarchique, mais les rapports affectifs, mais les rapports affectifs, donc rapports entendus comme l'exercice d'une hiérarchisation des valeurs accordées aux êtres ou aux objets en présence, ne sont pas des relations. Des relations au sens où un lien, non hiérarchique cette fois, se serait établi entre ces êtres ou ces objets. Entretient-on un rapport ou une relation aux animaux d'élevage que nous consommons ? Est-ce qu'on entretient un rapport hiérarchique ou est-ce qu'on entretient une relation ? Est-ce que les éleveurs entretiennent un rapport hiérarchique ou une relation ? Et en fait, moi, au stade où j'en suis, je peux dire qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Et le langage, en lui-même, participe à cette oscillation et cette difficulté de réponse. Dans notre ontologie, donc une ontologie dite naturaliste, l'être humain est donné pour ne pas partager d'intériorité avec l'animal. C'est ce que montrait Jeanne. Le langage discursif est tenu pour faire frontière entre animal et humain. Le langage articulé, discursif, raisonné, qui exprime à l'extérieur l'intériorité de l'être humain, l'animal n'y a pas accès. Un être humain parle, un animal ne parle pas. Cette différence de rapport au langage fait coupure entre humain et non-humain.
De plus, nous accordons une valeur supérieure à notre langage et à notre cognition qu'à celle animale. Mais, du coup, qu'est-ce qui se passe vraiment quand les êtres humains ne parlent plus, se taisent, en présence d'animaux? Que se passe-t-il dans cette situation de silence? Si on parle, et si ça nous permet de nous différencier, quand on ne parle plus, qu'est-ce qui se passe alors qu'on est à côté d'animaux? Le silence a pour caractéristique, anthropologiquement, de rendre ambigu les situations dans lesquelles il s'installe. C'est un anthropologue qui s'appelle Basso, qui ethnographie les Apaches occidentaux, qui décrit cette caractéristique du silence le premier, et ça porte beaucoup sur le langage, c'est passionnant, on peut y revenir si vous voulez. Si le langage définit les êtres humains, la situation de coprésence interespèce où le silence s'est établi peut être ontologiquement ambiguë, instable. On ne sait plus qui est qui est qui est quoi. Les êtres humains pourraient-ils devenir ou redevenir des animaux si le silence se prolongeait? Les animaux pourraient-ils être des êtres humains sans parole, par exemple, comme les bébés peuvent l'être? Dans notre société, l'ambiguïté du silence existe de manière particulièrement forte parce que l'absence de langage discursif n'empêche pas l'existence de communication. Autrement dit, notre conception culturelle du langage, comme coupure, nous empêche de prendre en compte, d'une part, d'autres modalités de communication, et d'autre part, les effets que cette communication produise, à savoir un partage d'affect qui ne nécessite pas le langage articulé. Mais avec ce partage d'affect qui existe sans le langage discursif, la coupure entre les intériorités n'est pas si nette. Et si la coupure n'est pas nette, la hiérarchie qui se fondait sur cette coupure peut devenir floue. Ce qui est pensé comme un rapport éventuellement affectif, donc un rapport hiérarchique éventuellement avec de l'affection, peut se retransformer en relation affective. Parler, utiliser le langage discursif permet donc, de contrer cette communication et sa production sous-jacente d'affect, et deuxièmement, de nous rappeler notre propre appartenance en termes d'espèces humaines, et le rapport hiérarchique aux autres espèces en utilisant le langage, ce langage qui nous distingue et nous élèverait au-dessus des autres espèces. Le fait de consigner les animaux au silence nous permet de mettre nos affects pour les animaux à distance. C'est en fait très différent du métalangage, par exemple, chez les achuards dont tu nous parlais. Mais en plus de son ambiguïté, le silence a une autre caractéristique. Selon les recherches de Puccioden, le silence est capable de transformer radicalement la situation qui l'affecte quand il se prolonge. Ce silence interespèce que nous ne cessons de reconnaître dans les relations d'élevage, à contrario par exemple des animaux domestiques comme les chats et les chiens, que produit-il? Les études anthropologiques montrent que les situations d'un silence se prolongeant sont celles ayant lieu dans les laboratoires ou dans les situations d'élevage. Or, les lieux d'élevage ou les laboratoires où le silence et la mise à distance des affects s'imposent conduit à la mort animale. La mort des animaux pourrait être une réponse définitive au silence et à l'instabilité ontologique que dans notre société, la négation de la relation interspécifique, de la communication qui y a lieu, des affects qui s'y jouent. Dès lors, comment des actes de silence, donc mon hypothèse, dès lors, comment des actes de silence pourraient être imposés par le néolibéralisme à un silence déjà plein de lui-même. Donc c'est une partie de ce que j'essaye de comprendre par mon enquête. Et l'une de mes pistes, c'est celle que le néolibéralisme, dans l'élevage, vise non pas seulement à couper les situations de rapport affectif, mais les situations de communication interespèces pour enrayer le rapport affectif qui peut s'y jouer. Cette diapo-là qu'on voit maintenant, elle est issue d'une brochure sur le bien-être de l'éleveur produite par la MSA au moment de la DNC. L'acceptation des affects des éleveurs pour leurs animaux est très récente. Nicolas Desfontaines ne l'inclut pas dans la typologie des raisons menant au suicide l'agriculteur. Pourtant, elle existe bien. Lors de la manifestation de décembre 2025 qui a eu lieu au Puy, sur les grilles de la préfecture, la manifestation contre les abattages massifs pour prévenir de la DNC, sur les grilles du Puy, on avait des panneaux où on pouvait lire « Nos vaches égale nos filles », démontrant bien l'existence d'affects évidents de la part des éleveurs et des éleveuses. Cependant, que des affects existent ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement positifs. On pourra y revenir aussi.
Sur la diapo, on voit que la prise en charge de ces affects est psychologisante et non sociale. Et vous vous souvenez, le suicide, il est social, il n'est pas psychologisant. Durkheim, etc. Or, le phénomène donc, est bien social. L'abattage massif des troupeaux est bien une décision étatique. Ce n'est pas une décision individuelle, ce n'est pas une décision que les éleveurs prennent eux-mêmes. Et que la prise en charge se fasse sous l'angle de la psychologie et non sous l'angle social induit l'obligation qui est faite à l'éleveur de prendre en charge individuellement ses affects. On pourrait très bien imaginer que plutôt que parler de leur mal-être, les éleveurs soient enjoints à s'organiser collectivement pour faire plier l'État. Ici, dans cette situation psychologisante, parler, c'est encore se taire. L'État décide l'abattage massif pour maintenir des échanges commerciaux néolibéraux, mais il va prendre en charge les effets collatéraux de ces dispositifs, les affects des éleveurs, en les conduisant à l'éther, tout en tirant des bénéfices économiques et symboliques de ces dispositifs. Faire taire semble un aspect important de la mécanique néolibérale. Donc d'un côté, les éleveurs seraient conduits à se taire socialement et à parler individuellement dans un cadre privé, éventuellement avec une assistante sociale de la MSA, une psychologue, etc. Et de l'autre, les rapports du Sénat mentionnent, parmi les raisons trouvées au suicide des agriculteurs, que les paysans seraient taiseux. Donc d'une part, on se souvient que Desfontaines propose de penser le silence comme conséquence de problèmes affectifs ou financiers conduisant au suicide, et non de penser le silence comme un trait culturel propre aux paysans. La question du trait culturel, ça va produire en anthropologie le culturalisme, et c'est aussi quelque chose qu'on critique beaucoup aujourd'hui. D'autre part, que la différence entre les êtres humains et les animaux se base sur la disposition au langage, et la possibilité que le silence soit une caractéristique, un trait culturel propre aux êtres humains qui s'occupent des animaux qui devraient se taire, ne me semble pas une coïncidence et exige donc aussi une enquête de ma part. Donc, je vais venir maintenant à la question du paysan taiseux que je viens d'évoquer. Okay. Lors d'une phase préparatoire, alors qu'un éleveur me demandait sur quoi je travaillais, j'ai évoqué ce paysan taiseux, et ça l'a mis plutôt en colère. Il a bien raison. Il m'a dit tout simplement qu'il était en train de me parler, du coup de parler de paysan taiseux, c'était un petit peu problématique. Donc le paysan taiseux, c'est bien un stigmate, une insulte dont la réalité est aussi à interroger. Ce qu'on voit sur ces deux photos-là, c'est la manifestation de la coordination rurale à Paris le 8 janvier 2026, confinée sur une seule rue, la rue de la Bourdonnais, à quelques pas du musée ethnographique de Paris, et qui est donc quasiment invisible et inaudible, ce qui est quand même un paradoxe pour une manifestation. Mais plus généralement, dans les manifestations, la plupart des agriculteurs sont menés par des syndicats agricoles auxquels ils obéissent. Si les syndicats sont partie liée avec les pouvoirs publics, ces actions sont encore une manière de silencier les agriculteurs. Par ailleurs, est-ce que les agriculteurs ont de réels espaces et lieux de parole publique en dehors des manifestations ? Sur quels médias sont-ils invités à parler en dehors des crises sanitaires ? Comment les percevons-nous ? Comment se perçoivent-ils ? La première chose qui frappe, c'est souvent l'accent qui, en France, délégitime en partie le discours si celui-ci ne suit pas certaines règles syntaxiques et logiques de la langue académique. Il pourra aussi discréditer, quel que soit le fait qu'on n'ait pas les bonnes règles syntaxiques, etc., pourra discréditer le discours, quel que soit ce qui est dit. Cela m'a conduit à m'interroger sur les transformations historiques des langues en France, sur l'interdiction du patois à partir de 1794, auquel j'ai moi-même été en contact pourtant quand j'étais enfant. Si l'instruction du français devient obligatoire en 1876, que se passe-t-il auparavant ? Comment une langue se transforme-t-elle ? Pour trouver des réponses, je suis remontée au XIXe siècle avec une perspective d'anthropologie historique. Je peux redéfinir ce que c'est qu'une anthropologie historique, à partir d'un corpus d'archives qui est celui des annales de la Société d'agriculture, des arts et du commerce du Puy qui remonte à 1826. L'image là qu'on voit correspond à la gravure présente sur le dos des annales de 1830-1831. Il s'agit de la première et l'une des seules couvertures illustrées. On voit une arère et une personne la conduisant. Sa tenue est antiquisante, elle ne correspond pas du tout à celle des laboureurs du 19e en France. À la lecture des archives de 1826, on sait que les sociétaires veulent faire entrer la charrue au musée, le musée Crozatier du Puy, qu'ils participent à fonder. Ce désir de patrimonialisation
que redouble cette gravure antiquisante semble importante dans ce qu'il traduit d'un certain rapport au temps, désignant un temps passé et la valeur positive et intrinsèque auto-justifiée du progrès. À la lecture des archives, on sait que les sociétaires ont connaissance dès 1829 du modèle de charrue à soc dit Dombasle, qu'ils vont les années suivantes essayer de populariser en achetant une et en la mettant à disposition des laboureurs, des cultivateurs, etc. Et on en trouve encore des modèles qui ont été photographiés par Pierre Nothon, ethnographe. Il y en a toute une collection de photographies au musée Crozatier. Mais par rapport aux paysans taiseux, ce qui m'intéresse ici, c'est que la transformation des outils peut modifier les pratiques, aussi les pratiques agricoles, mais aussi la langue. En effet, le patois est défini pour être une langue de travail, mais aussi une langue de chant et de récit. Et si autour des chants, l'imaginaire de la veillée est très important, il cache l'usage de chants pouvant supporter un travail collectif, comme la fenaison, qui, avec l'arrivée de la mécanisation, va peu à peu disparaître, participant à la disparition de la langue, une langue auquel les affects associés sont nombreux. Là, par exemple, avec les tracteurs, on sait très bien que les tracteurs produisent du bruit et généralement on est un, voire deux dedans, grand maximum, mais qu'il n'y a plus de travail collectif et plus de chant non plus. De la même manière que les sociétaires du Puy veulent faire entrer la charrue au musée, la discipline anthropologique, en relation avec les pouvoirs publics à partir de la fin du XIXe siècle, a également œuvré à cette logique de patrimonialisation, cette fois-ci de la langue, du patois, par des collectages folkloriques. Ces collectages figent la langue en un patrimoine donc folklorique, relégué dans le passé, sans valeur d'usage. Alors, ça fait une espèce de boucle, cette absence d'usage, avec un... Bon bref, je pourrais y revenir, mais il y a un rapport à la littérature, aux représentations, qui est assez important avec le rapport à l'anthropologie. Et aujourd'hui, la langue des agriculteurs est une langue qui est généralement le français, mais qui est aussi une novlangue avec beaucoup de mots comme ADR, PAC, CUMA, DDT, etc. Et on peut se poser la question de savoir quel est l'impact de ces acronymes qui peuvent donner des notions à la fois floues, affecté. MSA, généralement, c'est utilisé et il y a plutôt des affects un peu vifs quand j'en parle. Mais UGB, par exemple, unité de gros bétail, quand on parle de 0,1 UGB pour parler d'une brebis, on commence à désaffecter le rapport à l'animal. Bonjour. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui dans nos sociétés, on observe dans les sociétés où il n'y a pas de capitalisme qu'il y a des relations interespèces, alors que dans nos sociétés capitalistes, il y a seulement des rapports qui sont plutôt éloignés entre agriculteurs et bétail. Peut-on dire que les rapports sont une conséquence du capitalisme et comment le capitalisme a conduit à des rapports au lieu de relations ? Alors, comment le capitalisme a mené à ces relations ? En fait, je pense qu'il faut revenir peut-être à cette question de l'ontologie naturaliste qui sépare beaucoup les rapports interespèces, en fait, en faisant la question de l'intériorité, de l'intériorité une question réellement de la différence. Après, est-ce que le capitalisme a créé l'ontologie naturaliste ? Je pense qu'on ne peut pas dire ça. Par contre, que le capitalisme et le néolibéralisme se branchent d'une certaine manière sur l'ontologie naturaliste et amplifient le phénomène de partage des intériorités, ça, c'est possible de le penser. Voilà. Est-ce qu'il serait possible de redéfinir ontologie naturaliste ? Ouais. Alors, ontologie, bien sûr, ontologie, c'est donc la science de l'être, ontoslogie, science de l'être. C'est d'abord une notion philosophique, mais donc Philippe Descola a pris ce terme en fait et en fait un miroir un peu de la cosmologie, la façon dont on va appréhender l'être dans son rapport au monde, dans son rapport au monde social et son rapport aussi. Enfin, quand on dit monde social, c'est à la fois le rapport aux entités religieuses, même si le mot religion n'est pas forcément le bon. C'est l'ensemble de ces rapports. C'est pas seulement le rapport de l'être humain aux autres êtres humains, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on peut définir ontologie. Et naturaliste, pardon, peut-être que ça, je te laisse le redéfinir. L'ontologie naturaliste, si on remet le tableau, c'est celle qui va séparer la physicalité de l'intériorité. Enfin, c'est celle qui va désigner qu'on partage pas la même intériorité entre êtres vivants. Tu peux la retrouver là ?
On n'a pas la même intériorité que les autres êtres vivants non humains, mais on a la même physicalité. C'est ça l'ontologie naturaliste. On est régi selon les mêmes lois physiques, mais on n'a pas la même manière de... On n'a pas les mêmes affects, on n'a pas les mêmes... Et ça, c'est propre. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que les ontologies, c'est des tonalités, en fait. Descola, il n'est pas en train de nous dire que nous, on est naturaliste et que c'est hermétique. Il va y avoir des traces d'animisme chez nous, il va y avoir... il y a des pratiques, par exemple, de sorcellerie chez nous, il y a des traces... on peut discuter avec nos... Enfin, pas discuter, mais on peut communiquer avec les animaux domestiques. Ce n'est pas des ontologies qui sont hermétiques les unes entre les autres. D'autant qu'on est dans un système mondialisé, donc il y a des influences réciproques. C'est ce qu'on voyait notamment sur les militants écologistes. Ils sont imprégnés un peu de pensées animistes qui vont leur faire penser l'arbre comme leur pote plutôt que comme un être vivant. Donc tout ça, c'est pas hermétique, ces ontologies. C'est juste une manière de conceptualiser les choses, mais il ne faut pas enfermer. Les Occidentaux sont tous et entièrement et exclusivement naturalistes. De même que les Indiens ne sont pas tous entièrement et exclusivement animistes. Tout communique aujourd'hui. Tout influence, quoi. Une autre question ? Du coup, je me demandais, par exemple, pour les populations comme les Imraguènes, je me demandais si leurs techniques qu'ils utilisent, elles leur viennent naturellement. Parce que si, par exemple, nous, aujourd'hui, on venait là où ils habitent, et qu'ils ne nous expliquaient pas comment ils faisaient, est-ce qu'on arriverait à penser comme eux pour nous dire, tiens, il faut qu'on fasse ça, pour que nous-mêmes, on puisse survivre comme eux ? Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, ça résulte surtout d'un art de l'attention, d'une éducation à l'attention qui se fait dans le temps. Donc, je pense que... Enfin, je ne sais pas si en fait je pourrais répondre à cette question parce que j'ai pas essayé exactement. Mais il me semble qu'il s'agit vraiment d'un long processus en fait de travail de l'attention et de connaissance du milieu. Ouais, ça rejoint un peu les théories de Tim Ingold, quoi, selon lequel en fait les rapports qu'on entretient au quotidien, ceux avec quoi on est mis en relation au quotidien, participent à nous placer dans une sorte de sensibilité à l'égard de cette chose. Et plus on va la côtoyer, et plus on va être à même de la connaître. Mais il faudrait longtemps, ouais, je pense que... Et après, voilà, on a tous et toutes des prédispositions. Peut-être qu'il y en a qui seraient plus à l'aise. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de variations individuelles aussi, même au sein de la communauté imraguène. Mais il y a quand même une sorte de stabilisation de la connaissance qui se fait. Et je pense que ça, c'est vraiment dû à un apprentissage très long, quoi. Donc, ouais, faut essayer sinon. Et moi, justement, j'avais aussi une question. C'était, là, l'exemple des hachoirs. Je me dis que quand arrivait Descola, c'était assez hermétique. Maintenant, ça l'est moins. Déjà, il s'est posé aussi la question Descola, puisqu'il a amené l'Occident jusqu'à chez eux. Et du coup, entre 1980 et puis maintenant, il s'est quand même passé presque 50 ans. Qu'en est-il justement de nos influences occidentales, de notre vision de la nature ? Voilà, maintenant, quand on retourne voir les hachoirs, est-ce qu'eux, ils sont restés avec leur tradition, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, leur culture, et qu'on a, voilà, est-ce qu'on ne les a pas contaminés ? Voilà, ou alors contamineux entre guillemets parce que c'est peut-être pas néfaste non plus. Comment ça marche avec ces peuples qui sont toujours chasseurs-cueilleurs ? Il n'y a pas que les hachoirs dans le monde entier par rapport à notre monde occidental qui influence quand même beaucoup la planète. Ces phénomènes d'interprétation, en fait, on les appelle en anthropologie, on appelle acculturation. Où acculturation, c'est on partage, on s'influence culturellement, mutuellement. Chez les hachoirs, bon, c'est pareil, j'y suis pas allée, j'y suis jamais allée d'ailleurs, mais encore moins récemment. Mais je sais qu'ils ont notamment, ils ont commencé à s'installer déjà à l'époque, déjà dans les années 90, à s'installer dans des centros, des villages où les missionnaires avaient amené l'élevage dans une idée de les aider.
parce qu'on pense parfois que ça va aider les... Et donc, forcément, oui, ça va beaucoup avoir interféré sur leur représentation de la chasse et tout ça, mais je pense que les représentations, elles continuent à marquer les imaginaires. En tout cas, les mythes, ils continuent à se transmettre. Mais oui, les modes de vie ont certainement beaucoup changé. Oui. Je peux juste donner une référence à ce titre. C'est Florence Brunois, qui a travaillé chez les Kazoas en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui a écrit un article qui s'appelle « La forêt peut-elle être plurielle ?» où justement elle montre en fait tous ces mélanges. C'est-à-dire que le terrain des Kazoas, en fait, c'est devenu le terrain de naturalistes, d'exploitants forestiers, et donc, en fait, elle montre à quel point aussi tout ça, ça se croise, et comment est-ce que ça remet en question leur propre définition, enfin, comment ces différents acteurs ils définissent justement la forêt. Voilà. Enfin, ça peut être aussi un exemple à ce titre-là. Mais en termes d'influence, tu disais que Descola avait amené un peu d'Occident chez les Achuars, mais il a aussi amené un peu d'Achuar chez nous. Donc c'est ça les influences réciproques. C'est pour ça que je dis que c'est pas hermétique. C'est juste une façon de réfléchir notre rapport à la nature et à relationner avec les êtres vivants non humains, quoi. D'autres questions ? Juste pour ajouter peut-être quelque chose, il y a quand même un rapport de domination, étant donné que la machine néolibérale culturelle qu'on a est tellement forte par rapport à des populations de 1500 habitants. Il y a quand même, même si Descola amène quelque chose des Achuars chez nous, on a quand même une force de frappe en tant que peuple occidental naturaliste, même si cette ontologie est multiple et pas seulement monolithique, qui est très importante. Et il faut toujours prendre en compte à la fois l'approche économique et l'approche symbolique et la façon dont l'une l'autre s'entrelacent. Et par rapport aux Imragen, c'est hyper intéressant aussi ce que Natacha montrait de l'importance du parc. Et fonder un parc comme ça, c'est une volonté qui est une volonté occidentale, c'est pas une volonté qui est propre aux Imragen, par exemple. Et donc, et du coup, ça redéfinit aussi des rapports à la nature qui sont spécifiques. Merci beaucoup, Natacha, Jeanne.